On va passer donc un petit moment avec Caroline Hinault et Caril Ferret pour cette rencontre intitulée Polar et territoire, qui va nous permettre de voyager dans des paysages et dans des livres et de parler du polar. Je ne sais pas si c'est un genre littéraire qui vous est familier, mais il se trouve que les deux auteurs ici présents sont classés dans le polar. On pourrait leur dire d'ailleurs, leur demander si ça leur va, si c'est un hasard, une volonté ou pas. En tout cas, c'est un genre littéraire très vaste et qui très souvent nous fait découvrir les aspects sombres et un peu moins reluisants de la société dans laquelle nous vivons et qui en comporte quelques-uns. Et c'est aussi un genre littéraire dans lequel le décor a quand même une grande importance. Historiquement, c'est une littérature alors qu'on associe aussi très souvent à la ville, mais qui peut explorer les grands espaces, la campagne. On a eu une petite vague de polar rural à un moment. Voilà, donc les lieux sont importants dans le polar et ils nous disent des choses aussi, bien sûr, à propos de nous et ils mettent en valeur et en relief les personnages qui les habitent. Et c'est particulièrement le cas dans ces deux livres aux teintes bleues qui nous donnent un peu des indications d'ailleurs sur la température qui règne là-dedans. C'est assez froid et intense en même temps. Caroline a écrit donc c'est un premier roman qui s'appelle Solac et qui se passe donc dans un lieu imaginaire. C'est toi qui nous en diras plus. Et bon, avec Caril Ferret, on n'est pas dans un premier roman. Tu as derrière toi une bibliographie que tu rejoindras peut-être bientôt. J'espère que ce n'est qu'un début. Et là, on est dans une autre pratique puisque Caril a plutôt pour habitude d'écrire sur des lieux qu'il a rencontrés, visités, explorés. Donc c'est deux approches complètement différentes, volontaires ou pas, là non plus, je ne sais pas, mais j'aimerais qu'on commence par ce point-là, c'est-à-dire savoir si pour vous, il est indispensable de connaître les lieux sur lesquels vous écrivez, puisque vous ne l'avez pas fait de la même façon, et quelle place a l'imagination là-dedans, puisqu'on sait quand même le pouvoir de l'imagination. Bon, alors, pouvoir de l'imagination, donc je vais commencer parce que moi, j'y suis pas allée, donc... voilà, donc bonjour d'abord. Et puis, oui, alors Solac, c'est une presqu'île que j'ai inventée, donc qui n'existe pas, faut pas la chercher sur une carte. C'est quand même volontairement ancré dans un territoire réaliste. C'est pas du tout un livre fantastique. Je voulais que ça se passe au nord du cercle polaire arctique. Et moi, ce que je cherchais avant tout, c'était un lieu expérimental. Je voulais créer un huis clos. Alors, pour ceux qui étaient là ce matin, je suis désolée, je vais me répéter, mais c'est vrai que ce livre, au départ, n'était pas... Enfin, je l'ai pas conçu comme un roman noir ou encore moins comme un polar. D'ailleurs, je pense que ça n'en est pas un. Mais c'est un roman noir, assurément. C'est un huis clos, une tragédie qui se passe dans un lieu éloigné des hommes, du monde des hommes. Et donc, il me fallait un lieu extrêmement isolé, duquel on puisse pas s'extraire. Donc ça aurait pu être un désert de soleil, ça a été un désert de glace, parce que je voulais aussi qu'il y ait cette grande nuit arctique dont on ne puisse pas non plus s'extraire, qui pour moi avait des connotations un peu mythologiques, enfin de descente aux enfers, de traversée de la noirceur. Et je trouvais que c'était très beau, et puis ça a été une rencontre en fait avec un photographe qui s'appelle François Lepage, qui a fait avec son frère Emmanuel Lepage, que vous connaissez sans doute, un très beau livre qui s'appelle La Lune est blanche. Et donc je rencontre ce photographe François Lepage au cours d'un projet et avec des élèves, parce que je suis professeure de français par ailleurs. Et donc je rencontre ce photographe et vraiment, je comprends que ce lieu est un lieu absolument d'une intensité folle, quoi. Lui est allé, l'a pris en photo. Alors pas l'Antarctique, mais bon, ça se ressemble quand même visiblement beaucoup. Et j'ai eu très très envie d'écrire sur cet endroit dans lequel je n'étais donc pas allée. Et ça n'a pas été une difficulté, parce qu'on m'a souvent posé cette question, et c'est vrai que, au contraire, je me suis sentie extrêmement libre. Finalement, moi, j'avais pas à rendre de compte au réel, quoi. J'avais un territoire de l'imaginaire total pour
Ce qui m'intéressait, c'était vraiment la question du langage, c'était vraiment comment rendre le froid, comment rendre l'isolement, comment rendre cette proximité avec la folie, ce huis clos, cet isolement, cette absence de désir, d'horizon. Enfin, il y avait tout ça qui m'intéressait, et donc ce lieu, il était propice à ça. Donc c'était plus un lieu expérimental, un lieu d'absolu en fait, vraiment, que quelque chose qui voulait rendre compte d'une réalité du monde, géopolitique, etc., comme c'est davantage le cas en fait. Ce qui m'intéresse aussi, mais en fait, c'est deux démarches très très différentes, quoi. En fait, elle a répondu en même temps que pour moi, quasiment. En fait. Ben, moi, c'est l'inverse, mais ça se complète, en fait, hein, vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. Enfin, et non, je pourrais pas parler de gens que je rencontre pas, parce que, par essence, hein, tu parles de ça. Il se trouve qu'avec Norilsk, j'ai eu la chance d'aller dans une ville toute pourrie, mais ce qui m'intéressait, au-delà du contexte de cette ville géopolitique, etc., si j'avais pas rencontré les gens que j'ai rencontrés, j'aurais pas pu écrire de romans et j'aurais pas été inspiré en fait. Mon imagination ne me suffirait pas, mais c'est aussi parce que c'est ça que je cherche. Peut-être que si on me dit tiens, écris un bouquin et invente tout, bah, je sais pas ce que ce serait, mais je suis quand même capable aussi d'inventer des trucs. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les gens en fait. Donc, il faut aller sur le terrain, quoi. On parlera du type de terrain que tu favorises tout à l'heure. Il y a peut-être des gens qui étaient là tout à l'heure à la rencontre à 14h avec nous. Non. Si. Voilà, vous voyez de quoi je parle. Donc on parlait de polar. Tu disais que tu n'avais pas écrit un polar. Juste pour préciser un tout petit peu les choses, donc le roman de Carril commence un peu à l'ancienne avec la découverte du cadavre, et puis à partir de là, tu vas introduire les personnages, on va découvrir les enjeux et tout ça. C'est pas forcément l'enjeu principal, comprendre qui a tué, mais bon, voilà, c'est un des éléments qui permet de passer les histoires. Et chez Caroline, on va vers le drame. C'est plus ça la construction, et mais il se trouve quand même qu'il y a un drame et il y a un mort qui arrive à un moment ou à un autre. On ne vous dira pas parce qu'il y a peu de personnages, donc là, on pourrait vite les rayer un par un. Mais donc, justement, peut-être que si on parle de crime, c'est ça qui pourrait peut-être vous mettre plus d'accord sur l'usage des mots, puisque c'est pas toujours évident, mais... Oui, après, en fait, le genre, quelque part, c'est pas... Enfin bon, il y a plein de débats, la porosité des genres, etc., le polar, le noir, etc. Mais moi, en fait, même tout ça, c'est un accident. C'est-à-dire que vraiment, moi, je voulais écrire une tragédie. J'ai une culture très classique, etc. J'étais obnubilée par l'idée du tragique. Donc, au départ, je voulais écrire une tragédie, mais pas sous forme théâtrale, sous forme romanesque. Il se trouve qu'une tragédie romanesque donne du roman noir, en fait. Enfin, il s'est avéré que c'est l'éditeur qui me l'a appris, quoi, qui m'a dit quand même, mais c'est très, 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 très noir. Et je me suis dit, ah bon, c'est vrai, c'est si noir que ça. Et c'est vrai, en fait, c'est extrêmement féroce et sanglant aussi, il faut le dire un peu. Mais j'avais pas le sentiment du tout d'avoir écrit un roman noir. C'est dans ce sens-là que je veux dire, je me reconnaissais pas dans la catégorie, c'est que ça a été catalogué a posteriori, après l'écriture. Alors que moi, vraiment, dans l'écriture, j'étais animée par l'idée d'un scénario tragique que j'avais en tête. Enfin, pour vous dire, les influences, oui, c'était de Sophocle à Wajdi Mouawad. Enfin, j'étais vraiment dans quelque chose quel est le tragique en nous, enfin, qu'est-ce qu'il y a de tragique en nous dans la conscience de notre finitude, etc. Et puis le tragique du monde, et quand ça se rencontre, quoi. C'est-à-dire quand la tragédie intime rencontre aussi celle de la société humaine et du monde et de ce qu'on en fait. Et j'avais une idée d'histoire, et puis il s'est avéré que ça a donné un roman noir. Et c'est vrai qu'au départ, le mot polar m'a fait un peu peur, parce que d'abord, c'est pas ma culture première, en fait. C'est pas... Mais oui, tout à fait. Donc c'était quelque chose que je maîtrisais pas nécessairement. C'est pas ce que je lis particulièrement. Je suis une grande lectrice. Je lis énormément de choses, mais c'est pas ce que je lis le plus. Donc je me suis dit, oulala, polar, bah mince alors, parce que vraiment là, j'apprenais quelque chose sur moi. Donc le roman noir m'a paru une belle étiquette pour le coup. L'idée de la noirceur, de la montée de l'angoisse, de la réflexion sur la nature humaine, grande question. Enfin sur la condition humaine, on va dire. Et puis ce qu'on fait du monde. Ouais, ça me parlait beaucoup. Avec un élément de suspense quand même un petit peu, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, oui, bien sûr, il y a un mystère quand même. Il y a un mystère, mais je dirais quand même que le mystère du livre, c'est vrai. C'est le principe du huis clos aussi, de l'insupportable de l'autre, etc. De l'insociable sociabilité. Enfin, il y a vraiment ça, mais il y a vers où on va aller. On sent que le tragique monte. On ne sait pas où il va frapper, mais pour moi, c'était aussi un peu une métaphore de l'angoisse existentielle, quoi. C'est-à-dire que voilà, on va vers le tragique, hein, quand même, hein, nécessairement. Donc il y a quelque chose un peu comme ça, et donc ça m'intéressait d'écrire là-dessus, au-delà de la seule histoire entre ces quatre personnages, quoi.
Caril, dès le début, tu as été, je voudrais réfléchir, dès le début, tu as été étiqueté polar. C'était, la catégorie était là tout de suite. Les premiers romans que j'ai écrits, ils n'ont pas été édités, donc... Et c'était pas des polars, entre guillemets, mais ça finissait mal quand même, quoi. Enfin, moi, j'ai la même... Enfin, tu parlais de tragédie, mais c'est ça, en fait. Hein, c'est Shakespeare aussi. Hein, oui, tu vois, c'est classique aussi, Shakespeare, quoi. C'est quand même souvent des tragédies. Des fois, c'est quand même... mais en fait, pour moi, Shakespeare, violent, justement, même on m'a parlé de Céline en parlant du livre, etc. Céline, c'est pas un auteur qui est classé comme roman noir, et pourtant, c'est très très noir. Enfin, sur la noirceur humaine, il y a vraiment ça. D'ailleurs, un des personnages, un des seuls livres qui l'emmène, qui la porte sur la presqu'île, c'est Shakespeare. Donc, tu vois. Mais si la forme est complètement différente, sur le fond, la tragédie de la vie, c'est qu'on en meurt, en fait, quoi. Et j'arrive pas à faire le deuil de ma mort. J'essaie d'être profond, là. C'est-à-dire que tu as déjà donné aussi, il faut dire, dans la journée, on a un petit peu déblayé le terrain, quand même. Non, mais c'est marrant, quand même, quoi, parce que moi, j'adore la vie, en fait. En plus, parce qu'il y a des gens, ils sont jamais contents, ils sont toujours un truc qui va pas et tout. Bon, s'ils meurent, en fait, s'ils se font des cancers tout seuls, en fait, donc au bout d'un moment, leur tragédie, ils la provoquent, en fait, quoi. Moi, j'ai pas du tout envie de mourir. Enfin, j'abuse de tout, donc je précipite aussi ma mort, je sais. Mais par contre, j'aime tellement la vie que la mort en général m'angoisse pas, parce qu'en fait, je sais bien que. Mais par contre, je trouve ça hyper tragique. Vraiment, c'est moche quand même qu'à un moment, on meurt, quoi. Alors peut-être que si je finis, ce qui m'étonnerait, mais à 95 ans, tout comme ça. Peut-être que j'en aurais marre. Je vois les très vieilles personnes, souvent elles en ont marre, en fait. Au bout d'un moment, c'est pas la peine de faire l'acharnement thérapeutique, quand même. Mais il y a des épisodes dans la vie. Alors, moi, j'ai la chance, mes parents sont toujours vivants, en fait. Donc je suis toujours en demi-finale, quelque part. Il y a toujours des gens qui vont mourir avant moi, dans la logique qui veut, quoi. Mais là, en 2016, David Bowie est mort. Et pour moi, tant qu'il était vivant, je m'en suis rendu compte quand il est mort, en fait, tant qu'il était vivant, j'étais immortel. Parce que ce mec est immortel, en fait. Mais quand l'immortel meurt, putain, tu deviens mortel. Et depuis, je suis en finale. Et j'ai basculé de l'autre côté de la vie. Alors du coup, je me dirige vers la mort. Ça fout les boules, quoi. Carrément, c'est dimanche en plus, quoi. Ouais, je vous fous bien le moral à Z, là. On va mourir, mais je ne savais pas. Et en plus, bon, il y a un peu d'espoir dans vos livres, mais on en parlera pour terminer sur une touche d'optimisme. Donc, bon, voilà, la mort pour cette question du polar. Mais alors, cette question des décors et du territoire, donc, qui est un peu notre objet, notamment du fait de ce festival qui s'attache beaucoup au lieu. Tu parlais d'espérance de vie, justement. Ça peut être une porte d'entrée dans cette ville de Norilsk. Alors, je ne sais pas si elle vous est familière. Moi, je l'ai découvert avec le livre. Alors, il y a le roman et puis il y a Norilsk, le récit aussi du voyage. L'espérance de vie, justement, ramenée au territoire. C'est une ville qui a une connexion, alors là, pour le coup, très très forte et un impact très fort sur ses habitants, puisque c'est une ville totalement polluée que tu as découvert avec ce projet de voyage. Tu peux nous expliquer un peu ce que représente cette ville historiquement ? Ouais, c'est une ville extrême, en fait. Hein. Vraiment, c'est pour ça que j'y suis allé. Hein. C'est un ancien goulag. Donc les habitants d'aujourd'hui sont des anciens prisonniers, plus leurs gardiens, plus les migrations de travailleurs soviétiques qui sont venus travailler dans cette mine. C'est une ville minière, c'est une ville minière, en fait. Hein. Il n'y a que ça. Il n'y a rien, 1000 km à la ronde. Elle pollue à elle toute seule autant que la France. Il fait moins 60 l'hiver. 3 mois de nuit, 3 mois de jour. Et évidemment, ça a un impact terrible sur les gens, parce qu'il y a la pénibilité du travail, mais aussi il y a la pénibilité de la nature qui est autour d'eux. Il n'y a aucun animal, parce que tout ça, c'est plein de pluie acide, etc. Donc les gens qui vivent là, souvent, ils naissent là, ils meurent là. Ils connaissent personne d'autre. Je leur ai demandé pourquoi vous partez pas, mais ils disent qu'en fait, on connaît personne nulle part ailleurs. Et tous nos proches sont là. Donc en fait, ils ont une espérance de vie qui est limitée, mais ils ont conscience d'être dans une sorte d'enfer blanc. Mais ça va tellement bien à l'âme russe, qui est toujours poitrine offerte au bal. Et voilà, être un vrai homme ou une vraie femme, c'est pouvoir survivre dans un territoire aussi rude. Et je pense qu'on retrouve ça aussi chez les Inuits et d'une manière pas du tout russe, mais d'une manière différente. En fait, c'est que quand tu as autour de toi des choses aussi rudes, on est quand même hyper fort, en fait, nous les hommes, pour survivre à tout. Juste un petit exemple, mais
à la Colima, enfin dans les goulags, des fois il y avait des chevaux qui étaient là. Et leur espérance de vie était 2 mois. Un cheval, il tenait 2 mois dans la Colima avec cette température, etc. Et sachant que des hommes sans poils, juste avec des haillons, eux, ils pouvaient quand même survivre des années. En fait. Donc on est vraiment des bestioles coriaces, quoi. Oui, parce que leur espérance de vie, on le dit, est courte, et il y a comment dire, ce rapport aussi extrême à l'extérieur qui est. On démarre j'ai cette scène-là en tête. On démarre avec une tempête. Alors nous, quand on pense tempête, on a des images assez fortes, mais alors là-bas, on est dans la démesure totale. C'est le point de départ du crime. C'est cette envolée c'est que le toit, il me semble, parce que on a un passé aussi de cette ville qui a été construite n'importe comment. C'est pas solide, quoi. C'est soviétique, hein. Enfin, c'est russe. Tous les produits russes sont pourris. C'est eux qui lui disent. Hein. Et puis c'est vrai. Enfin, dès qu'un truc est russe, ils disent oh non, on va pas prendre ça. En fait, c'est pour ça que toutes les mesures de rétorsion contre Poutine et contre la Russie, c'est une catastrophe pour eux, parce qu'en fait, ils sont obligés comme ils n'ont plus le droit d'avoir des pommes polonaises ou des poires françaises, ils ont des pommes et des poires pourries russes. En fait, quoi. Donc ils sont obligés de consommer des produits russes. Ils savent très bien que les produits sont pourris, parce que c'est comme ça chez eux, en fait. J'ai pas du tout répondu à la question, en fait. Mais il y en avait pas. Enfin, c'était pas non plus vraiment une question. Hein. On peut faire des constats aussi. Ah ouais, non, sur le toit. Donc évidemment, quand ils construisent des immeubles, c'est avec des produits russes. Donc pas terrible. Et comme tout est démesuré là-bas, donc c'est des tempêtes c'est des ouragans en fait. En fait, ils m'ont envoyé des photos d'un ouragan violet. Donc c'est une photo. C'est début janvier. Donc c'est la nuit noire, parce que ça c'est la nuit polaire en fait. Mais l'ouragan fait une couleur violette. C'est étonnant, en fait, une violette de nuit. On voit sur l'hôtel de ville de Norilsk, la température, c'est -64. Donc, c'est un froid. En fait, si tu sors, tu meurs. En fait, c'est pire qu'un frigo. Enfin, c'est pire qu'un congélo. Et il y a une photo après où tu vois donc une barre d'immeuble avec le vent qui souffle tout le toit de la barre d'immeuble. C'est pas juste un truc qui vole, c'est toute la barre d'immeuble. Évidemment, tu fais ton intro du roman sur une scène pareille, parce que du coup, ça devient rock, ça devient russe, quoi. Alors du coup, j'ai mis un mort dessus, mais c'est vraiment le polar, c'est vraiment un prétexte pour parler de cette démesure de cette ville et de la vie qu'ils ont là-bas. Alors chez Caroline Hinault, on n'a pas de ville là, pour le coup, on peut pas se confronter à ces barres d'immeubles, une espèce d'immensité blanche qui est très intéressante du coup. J'imagine à écrire, à décrire, parce que qu'est-ce qu'on va décrire et comment, bien sûr, la question est la même que ce que tu disais tout à l'heure, comment ça va influer sur ces personnages qui en plus sont très peu nombreux. Là, à Norilsk, il y a une possibilité de sortir dans les bars, de se retrouver, de se réchauffer. Eux, ils sont seuls avec avec eux-mêmes. Et alors ce décor-là, pour toi, il a été aussi très sensible. Il permettait plusieurs choses, quoi. Il permettait donc le huis clos, il permettait le fait d'être débarrassé, je disais dégraissé de ce qui nous tient habituellement dans le monde, en fait, effectivement, de toutes les institutions humaines, les rapports humains habituels qui font que les relations sont relativement polissées entre les gens. Là, vous n'avez plus rien. Il n'y a plus que 4 bonhommes dans une baraque dans le froid. Donc, très très vite, il va falloir avoir beaucoup de ressources en soi, ou pas, pour se supporter, se supporter soi et supporter l'autre, quoi. Donc ça permettait ça déjà. Et puis il y avait aussi il y avait plusieurs choses. Il y a un des personnages qui est il y a deux militaires. Le narrateur est un vieux militaire. On comprend vaguement qu'il a été banni là depuis une vingtaine d'années. On ne sait pas trop pourquoi il est là, etc. Un autre qui est vraiment une grosse brute, faut dire ce qu'il est, voilà, testostéroné, qui réfléchit pas beaucoup. Et puis il y a un scientifique plutôt idéaliste. On est fin du XXe siècle, c'est volontairement pas tellement situé, ni géographiquement, ni dans le temps, parce que on est, on va dire, au début des observations climatologiques. Et lui, il est très très soucieux de ces enjeux du climat qui commencent à émerger. Enfin, tout le monde prend un peu les gens qui tirent la sonnette d'alarme pour des fous à ce moment-là. Enfin, en tout cas, les écoute pas ou renvoie ça à une insignifiance.
Et lui, il est un petit peu du côté de la raison, du rationnel, etc. Donc ça m'intéressait d'avoir un personnage qui soit là pour observer cette nature, dans quelque chose de constructif, et pas uniquement du côté de la domination et de la destruction. Parce que le rôle des deux militaires, il est totalement absurde, c'est garder un drapeau. On ne sait pas de quelle nationalité. Je voulais un huis clos très beckettien, enfin vraiment un endroit absurde, expérimental, loin du monde des hommes, où le but c'est de dire cet endroit est à nous. On a posé un drapeau, il est à nous. Et donc on met deux bonhommes là-dessus pour dire qu'il est bien à nous. Et c'est ça leur mission. Et ils savent qu'elle est absurde, et en même temps ils y tiennent. Cette mission les tient debout. Et donc le scientifique, lui, a un autre rôle. Il a un rôle vraiment de compréhension, d'observation, de préservation de cette nature. Et je trouvais que c'était intéressant. Et puis la troisième chose, c'est quand même que donc un territoire qui déploie comme ça autant de fantasmes littéraires, cinématographiques, enfin imaginaires, de voyage, le grand froid, le grand nord, enfin ça fait quand même souvent rêver. Enfin en tout cas ça déploie un peu des fantasmes. Je trouvais que c'était un territoire pour l'écriture, quoi. C'est vrai que ça, je me suis sentie très très libre d'imaginer ce que ça devait être de ressentir un tel froid, un tel isolement, le rapport de fascination et en même temps de dangerosité à l'immensité. Et puis j'aimais aussi l'idée que la banquise, parce que le début du livre, c'est pas encore tout à fait l'hiver, donc on voit la banquise se former. Enfin, c'est la fin de l'été arctique, donc été façon de parler. Et quand la banquise se forme, là je me suis un petit peu renseignée quand même sur comment ça se forme. Et il y a quelque chose de très vivant dans ce paysage. J'aimais beaucoup cette idée comme d'une puissance à l'œuvre, quelque chose qui est en mouvement, qui est là, qui est sous-jacent, qui est tapis et qui va pas se laisser faire non plus. Voilà, il y a une espèce de puissance de la nature. Enfin, je suis pas du tout animiste ou quoi que ce soit, hein, mais il y a vraiment l'idée que quand même cette nature, elle est très très vivante, elle est très vibrante. Et pour l'écriture, alors là, c'est formidable, quoi. On peut aller chercher très loin dans la force poétique des images pour essayer justement de rendre compte de la force de ce paysage et du fait que aussi j'aime pas trop non plus les choses trop manichéennes. Juste c'est beau, c'est pur, restons là fascinés devant cette immensité qui nous domine. Non, il y a aussi un rapport l'être humain remis à sa place sur la banquise peut aussi chercher à survivre, et donc il faut trouver un équilibre entre le danger que représente, de proie prédateur. Là, cet équilibre, il est aussi très intéressant. Le rapport à la faune, le rapport aux crevasses, au froid, tout est un enjeu de survie immédiatement. Voilà, tout ça m'intéressait, oui. J'ai lu vos deux livres de manière assez rapprochée, et il y a des liens qui m'ont frappé. Et il y avait notamment ces petits passages ici. Alors là, c'est quelques lignes, je ne vais pas vous saouler longtemps. Ça, c'est dans le roman de Caril Ferret. Cette violence infusait dans le corps social russe, infectait les plus crédules, les plus lâches. Les caméras de surveillance partout, on ne comptait plus les vidéos où des jeunes attaquaient un vieillard isolé pour lui faire les poches, un père et son fils, des passants qui ne se contentaient pas de menacer ou de bousculer, mais qu'ils massacraient littéralement à coups de poing. Et quand leurs victimes tombaient à terre, dépouillées, impuissantes ou sans connaissance, ils leur shootaient encore plusieurs fois dans le visage, gratuitement, fiers encore de leur soi-disant puissance. 10 fois plus de meurtres ici qu'en Occident. On ne naît pas ultra-violent, on le devient. Un petit morceau de Solac. Alors bordel, Grizzly, nous fais pas chier avec ta pureté piégeuse, parce qu'il n'y a rien qui appelle plus le crime, rien qui déclenche plus l'envie de répandre le sang, de profaner et d'anéantir qu'une étendue immaculée. Voilà, cette idée de violence qui est très présente dans les deux et dans les conséquences justement de l'environnement dans lesquels ils habitent. C'était juste un petit constat, c'est pas forcément une question. Mais si vous avez envie, vous pouvez rebondir dessus. Ouais. Non, mais c'est cette idée de violence, justement, ce que tu en parlais c'est un livre qui a l'air d'être en réaction aussi. Oui, après, c'est vrai que c'est un livre qui est né d'une forme de révolte. Oui, c'est vrai. J'étais très énervée quand j'ai écrit ce livre. De révolte. Il y avait plusieurs choses, mais à l'égard de l'absurdité de ce que nous sommes en train de faire. Enfin, à la fois, évidemment, les enjeux climatiques, etc. Et puis, dans les personnages, sans révéler, parce que c'est difficile d'en parler, puisqu'il y a des choses qui sont sur le passé des personnages qui ressurgissent, etc. Mais ça m'intéressait d'aller questionner...
comment dire, la monstruosité potentielle qui existe en chacun de nous et les limites avec notre inhumanité qui, je pense, en fait, sont très très c'est une fine membrane quoi qui nous sépare de l'inhumanité donc qui est en nous et ces personnages, le contexte arctique, c'est un accélérateur de particules quoi. Comme on est débarrassé de tout ce qui nous tient habituellement dans notre dignité humaine et dans notre rapport à l'autre, très très vite, le pas vers la monstruosité, vers la cruauté, vers la férocité se franchit, quoi, se fait. Et donc j'aimais bien placer des personnages dans un contexte comme ça qui allait faire saillir très très vite nos limites en fait, nos limites d'être humain et qu'est-ce qui nous empêche de basculer ou pas dans cette cruauté, dans cette monstruosité. Et puis voilà, c'est vrai que je voulais quand même régler un peu des comptes par rapport à l'absurdité. C'est vrai que le personnage qui s'appelle Rock, qui est une brute épaisse, etc., qui réfléchit pas du tout, donc du coup qui a un rapport extrêmement limité au langage, notamment, hein, il n'aime pas s'exprimer, il sait pas s'exprimer, et je pense que du coup ça se retrouve dans un rapport extrêmement violent au monde et à l'autre. Et lui, par exemple, il supporte pas le scientifique. Là. Alors là, le jeune scientifique idéaliste il veut même pas sauver la planète, il a même pas cette ambition-là, mais enfin voilà, il essaye, quoi. Il est dans la lutte, il est du côté quand même de allez, on fait quelque chose, quoi. Et donc, bon, forcément, moi, je l'aime bien, ce personnage-là. Il essaye. Et il y a un moment vraiment de grande tension entre ces deux personnages. Et pour moi, c'était exactement ce qui se passe dans la société entre, je sais pas moi, un climato-sceptique et puis quelqu'un, un chercheur qui est du côté, quand même, du rationnel, de la raison, qui consacre sa vie à ça. Donc qui, je pense, mérite d'être entendu et écouté pour cette raison. Et en fait, je suis un peu sidérée parfois dans la société du fait que des gens se sentent écrasés par le savoir de l'autre. Et je me dis, non, en fait, il y a des gens qui cherchent, il y a des gens, c'est leur métier, c'est leur travail. Donc écoutons-les. Et pourquoi est-ce que le monde n'est pas réglé sur le pas du rationnel, quoi? Pourquoi est-ce qu'on continue à faire des choses? Enfin, il me semble qu'en ce moment il y a une COP26. Voilà, pourquoi est-ce qu'on prend pas les décisions, etc. Enfin, c'est des choses que tout le monde, auxquelles tout le monde réfléchit, qui nous travaillent. Et puis à un moment, moi, ça fait un trop plein, quoi. Je me dis, mais c'est pas, enfin, comment c'est possible, quoi, que cet absurde continue de guider l'histoire de l'humanité? J'ai pas la réponse. Hein, mais... On verra si quelqu'un l'a à la fin pour vous poser la question. Dans le roman de Caril, alors là, on est dans la multitude de personnages. J'ai pas souvenir que tu en aies mis autant en scène par le passé dans tes précédents romans. Il y a toujours eu plusieurs personnages, pas forcément un héros, quoique avec ton privé. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez unique dans l'Aide. Dans sa structure, dans son écriture, dans ses personnages. Qu'est-ce qu'il représente de particulier pour toi? Dans les autres livres, en général, il y avait quand même... parce que moi, j'écris toujours une histoire d'amour, hein, quand même. Hein, parce que même si elle finit mal, autrement, si j'écris pas l'histoire d'amour, je m'ennuie, en fait, hein, dans tous mes polars. Et donc souvent, comme je suis un peu 20e siècle, donc c'est souvent un garçon ou une fille, quoi. Bon, j'essaie de me corriger un peu, hein, mais il y a quand même, donc c'est quand même toujours les deux personnages principaux, et comme je suis pas du tout attiré par les personnages de bourreaux, donc souvent il y a toujours un méchant, mais enfin bon, je m'attarde pas trop dessus parce qu'il m'intéresse pas plus que ça. Mais c'est quand même assez hiérarchisé, il y a quand même toujours des personnages secondaires, il y en a surtout beaucoup, quoi. Mais là, pour celui-là, en fait, il y a peut-être 10 personnages qui sont au même niveau, en fait. Même s'il y a un gros flic, un peu nounours, qui suit l'enquête, ça c'est vraiment histoire de se dire, tiens, on suit l'enquête, mais c'est lui qui va suivre, qui va voir beaucoup de personnages qu'après on va voir tout seul, en fait. Mais c'est comme c'est un peu les avatars des gens que j'ai rencontrés à Norilsk qui m'ont... j'ai une tendresse folle pour eux, puisque on dirait comme ça, on est des ouvriers, quand on dit des jeunes ouvriers d'une mine, des jeunes mineurs, ils vont être un peu brutaux, et puis en fait pas du tout. Enfin, je suis tombé sous le charme de eux et de leurs copines, en fait, quoi. Et j'ai vu plein de délicatesse dans la brutalité, ces contrastes qui sont très russes. Moi j'aime bien les excès, en tout cas quand les choses sont bien tendues, quoi. Et alors là, pour le coup, j'étais servi, et le fait d'avoir toute cette tendresse pour ces personnages m'a permis, en fait, non seulement d'éviter tous les trucs polars, surtout que le bouquin d'avant, moi, c'est passé en Colombie, qui est un pays qui est tellement violent que j'étais obligé de faire un thriller politique, ethnico-violent, et encore, j'ai pas tout mis parce que c'était trop violent, mais du coup, il y avait plein de scènes qui étaient violentes parce que c'est l'histoire de la Colombie, et bon, c'est pas ce que je préfère, en fait.
Et là, avec l'aide, en fait, j'avais beaucoup plus de place pour la tendresse, la poésie, l'humanité. Et en fait, c'était un plaisir d'écriture qui me laissait beaucoup plus de place pour parler aussi de la nature, enfin du rapport qu'il y a les uns avec les autres. Et c'était vraiment, c'est le livre que j'ai écrit avec le plus de joie. Et est-ce que c'est ça qui explique la façon d'écrire aussi que j'ai trouvé différente? Moi, je l'ai trouvé plus épuré. Il est pourtant, je ne sais plus, il fait 500 pages, je crois. Mais j'ai l'impression qu'il va aussi à l'essentiel. Est-ce que ça a joué aussi sur l'écriture, le contexte, cette espèce Mais c'est vraiment le territoire quand même. Hein. C'est le territoire qui a décidé en fait. Maintenant, c'est toujours un peu comme ça, quoi. Au début, quand je commençais à écrire en Nouvelle-Zélande. Alors, je partais dans mes délires, j'avais 25-30 ans, et à la fin du premier bouquin, tout le monde meurt, c'est un carnage total en Nouvelle-Zélande, alors qu'il y a une baleine qui s'échoue, tout le monde chiale là-bas, quoi. Donc ça ressemblait pas du tout à la Nouvelle-Zélande. Quand on dit à Kahutu, il y a la problématique maori, mais quand tu lis ce bouquin, tu dis oh là, je vais pas aller là-bas, je vais me faire trucider, alors que c'est exactement l'inverse. Puis, en grandissant, surtout les hommes, on essaie d'être un peu moins cons le soir que le matin. Et vraiment, il faut quand même que mes livres, ils ressemblent quand même de plus en plus au pays que je décris. Et c'est pour ça que tout le monde ne meurt pas à la fin de celui-là. Spoiler. Et il y a toujours une histoire d'amour. En plus, il y en a plusieurs. Mais ça, ce qui était assez amusant, c'est que même si les gens que j'ai rencontrés, garçons et filles, étaient vraiment bouleversants, quand même... Quand tu fais une blague dans le genre, tu bois une vodka, tu dis « Ah, ça, c'est pas pour les PD », ils sont là « Ha, ha, ha ». Quand tu leur dis « Bon, c'est une blague, évidemment, je suis gay-friendly », là, ils sont à la limite de te péter la gueule, en fait, quoi. Et là, je dis « Oh, les mecs, vous êtes quand même une bande de bourrins, quand même, vous êtes sympas, vous faites que des trucs artistiques à côté de votre métier de mineur et tout, détendez-vous. Hein » Mais il y a un tel... tout l'univers poutinien, alors, il y a à la fois être un vrai homme, voilà, c'est résister aux trucs, machin et tout, donc soi-disant pas des trucs de PD, comme si les homosexuels n'étaient pas plus courageux que n'importe quel hétéro pleutre et débile, genre Zemmour par exemple, tiens, c'est totalement gratuit ce que je viens de dire, c'est parce qu'il m'énerve. Et il énerve tout le monde, je crois. Hein, enfin bon. Et puis voilà, quoi. Je m'énerve. Il y a pas mal. J'imagine qu'on a pas mal de clichés. On en parlait tout à l'heure sur la Russie, ce qu'est un Russe. Les homosexuels, en fait, voilà. Excusez-moi, oui. C'est la fin de voilà. Et en fait, du coup, évidemment, dans le livre, j'ai mis deux mineurs homosexuels. Et le suspense, c'est pas tant de savoir qui a tué le pauvre Nénetz qui est tombé du toit, est-ce que ces jeunes mineurs vont se faire découvrir? Parce que si on découvre leur homosexualité, et je vois bien comment ça se passe à Norilsk, ils vont être mis au banc de la société. C'est-à-dire qu'ils vont plus voir leurs amis parce qu'ils croient que c'est une maladie qu'ils vont attraper, en fait. Et le fait de parler avec un homosexuel, c'est déjà avaler rétro. Donc du coup, ils perdent leurs amis et ils perdent leur boulot. Et puis en fait, leur avenir est foutu. Et c'est quand même horrible de penser ça, en fait. Juste, on se croirait chez Daesh, en fait, quoi. Ils se rendent pas compte, en fait. Hein. Malgré tout ça, malgré leur culture, ils sont quand même complètement coincés, quoi. J'avais noté cette phrase-là, c'est les Russes étaient victimes d'une dictature, mais l'Occident les traitait en ennemis, aussi dans cette idée de la vision qu'on projette sur eux et qui induit aussi le rapport qu'on peut avoir en sens inverse sur les uns sur les autres. Tu parles de Nénetz. Est-ce que tu peux juste nous dire, parce que tu es peut-être le deuxième auteur français à écrire sur les éleveurs de rennes. Il y a Olivier Truc sur le Grand Nord, les Samis, mais pas sur les mêmes territoires. Moi, j'ai découvert à travers ton livre qu'il y avait aussi des éleveurs de rennes. Et puis, effectivement, pourquoi pas dans cette région. Ouais, la pensée autochtone m'a toujours intéressé parce que c'est une philosophie de la vie en fait qui est différente de la nôtre. Et même si on retrouve toujours plus ou moins, que ce soit chez les Maoris, chez les Mapuches et chez les Nénètses, un peu la même façon de penser le monde, mais surtout c'est de penser la Terre d'une manière différente. Et pour aller hyper simplement, nous on estime que la Terre nous appartient et eux c'est l'inverse en fait. Et là on est totalement irréconciliables. Et de faire le contraste entre cette ville industrielle qui est l'essence même d'une ville industrielle polluante et avec tous les travers que ça peut avoir. Des éleveurs de rennes qui vivent quasiment de manière ancestrale avec leurs motos, sauf qu'ils ont changé les skis par les motoneiges, mais c'est à peu près la seule différence qui est. C'est encore un contraste en fait qui perdure en fait à travers tout le livre en fait. Et donc c'est des éleveurs de rennes qui vivent comme les Samis dans le nord de l'Europe. Et c'est marrant parce qu'en allant
dans un musée en fait autochtone à Dobinka, parce qu'il y a une espèce de port à côté de Norilsk. J'ai retrouvé parce que c'était un peuple chamanique, mais comme quasiment tous les peuples autochtones, j'ai retrouvé les mêmes chants, les mêmes tambours, les mêmes instruments que les Mapuches qui sont au sud Chili et sud Argentine en fait. Alors après, on peut dire, c'est vrai que c'est les migrations, mais c'est quand même marrant de voir qu'à l'autre bout du monde, parce que c'est vraiment, ils sont vraiment aux antipodes les uns les autres, en fait, ils ont les mêmes pensées jusqu'au même chant. En fait, c'est marrant. Vous parliez un peu... C'est intéressant, c'est pas marrant, c'est intéressant. C'est une façon de parler. D'histoire d'amour, de masculinité, de violence. Caroline, je voulais que tu me dises un petit mot là-dessus parce que ce sont des personnages masculins, on est dans la violence et c'est la question que je te posais ce matin, mais vous n'étiez peut-être pas là. En creux, il est aussi question des femmes. Il y a cette phrase que je vais répéter, mais où à un moment tu me dis les femmes sont nulles en dictature. Alors peut-être qu'il y a quand même eu des... Non, il module, il dit c'est à croire que les femmes sont nulles en dictature. Et elles sont... La question des femmes et des hommes est présente en creux aussi beaucoup. Oui, en creux, en fait, les personnages c'est vrai que ce sont 4 hommes. C'est un huis clos uniquement masculin. Donc j'aime bien écrire sur des choses que je ne connais pas de l'intérieur, puisque et le territoire arctique et le fait que ces hommes soient confrontés là au monde de ce que je disais ce matin, effectivement, ce qui m'intéressait, c'est que très vite quand même ils sont coincés là avec leurs pulsions, etc. Et ça bout comme une cocotte minute. Et donc c'était aussi une gageure quoi dans l'écriture de se dire. Alors j'ai eu vraiment de très beaux compliments sur. Au départ, je me suis dit parce que je suis quand même affreusement féministe, hein, et donc on m'a et donc on m'a dit oh là là mais on dirait que ça a été écrit par un homme quoi, ça a été écrit par un bonhomme. Et je me dis bon bah alors soit je le prends très très mal soit je me dis finalement grâce à l'écriture j'ai réussi à aller quand même très loin dans ce territoire de l'altérité. Alors je vais prendre cette option là et me dire qu'en fait le travail du langage permet d'aller loin dans l'imagination de ce que c'est que d'être coincé dans cette peau d'homme là sur ce territoire loin de tout et je trouvais que c'était intéressant parce que oui je voulais questionner la masculinité mais j'espère vraiment avec beaucoup de nuances et pas uniquement d'un point de vue caricatural, c'est-à-dire que quand on parlait du rapport très viriliste à la possession et à la domination, le rapport au territoire dont on dit qu'on est possesseur, etc. Je pense que c'est quand même quelque chose d'extrêmement masculin dans l'histoire, en fait, on va dire patriarcale des États, etc. Je dis pas du tout qu'il puisse ne pas y avoir de femmes terriblement féroces. Et c'est pas du tout mon propos. Mais il se trouve que là, vraiment, je voulais quand même questionner la violence des hommes et quelque part la retourner aussi, hein, c'est vrai. Donc il y a un personnage qui n'est pas un homme, c'est le pater avec un P majuscule, qui est l'ours blanc. Et ce sont ces 4 hommes là qui survivent sur la péninsule qui l'ont surnommé comme ça. Et j'aimais beaucoup l'idée qu'il surnomme l'ours blanc le pater parce qu'à la fois il y a une espèce de résurgence, de réminiscence du patriarcat qui se promène, qui possède son territoire, en même temps qu'il est le propriétaire naturel de ce monde, effectivement, de cette banquise, et il en est le roi, et c'est très bien comme ça, quand il n'y a pas de présence humaine pour le chasser. Et donc j'aimais bien cette ambivalence de la figure du pater, qui est à la fois un animal très noble, en danger, par la présence des humains, et en même temps qui symbolisait beaucoup d'autres choses. Enfin, quand on va dans le livre et quand on voit comment ça questionne ce rapport à la virilité, comment elle peut être construite, comment elle peut être conçue uniquement sur le mode de la force et de la domination, en fait. Donc le narrateur s'interroge sur ça. Il y a une chose commune à vos 2 livres aussi, qui est assez significative, je pense, c'est que justement par rapport à ces lieux, c'est donc Piotr, lui, qui donc un des hommes qui parle des autres comme des terriens. Donc il y a cette distance. Et en Sibérie, donc visiblement, on n'est pas sur une île, mais ils disent le continent. Il y a vraiment la sensation d'être dans des lieux tellement atypiques, particuliers, je ne sais pas justement comment vous l'expliquer, qu'on est ailleurs et que les gens se sentent ailleurs. Ah mais c'est sûr qu'à travers Norilsk, je voulais faire un huis clos aussi. Enfin, c'est pour ça que tu en parlais, j'ai pas rebondi, mais toi c'est un huis clos avec peu de gens, mais à Norilsk, en fait, ils vivent en huis clos. Sauf que c'est un huis clos de 200 000 personnes, mais ils savent très bien qu'ils sont coincés là, en fait, quoi.
Et ça, c'est... L'idée de ne pas appartenir à une espèce de tout. Tu peux pas, enfin, a priori, il y a quelques portes de sortie quand même, mais a priori, tu t'es coincé là, en fait, et ça conditionne aussi la condition humaine. Mais ce que tu disais aussi sur le fait de la légitimité entre guillemets en tant que femme de parler de 4 hommes, mais c'est le travail d'écrivain. Ouais. Si en tant qu'écrivain, on peut pas parler. Moi d'une femme, et mettre dans la peau d'une femme ou d'un animal. Enfin, tout imaginer de toute façon. Complètement. En fait, oui, alors, comme aujourd'hui, c'est des sujets. Oui, alors, ce sont des sujets polémiques, mais non, moi je crois. Alors moi je mets le langage au-dessus de tout, de toute manière. Donc en fait, la question de la littérature, pour moi, règle la question du genre, on va dire. Je pense qu'il faut tout explorer par le langage, et donc effectivement se mettre à la place d'un animal, d'un homme, d'une femme, de quelqu'un qui s'estime non genré, etc. Enfin, pour moi, c'est justement l'immense liberté de la création littéraire. Donc ça, j'y tiens vraiment plus que tout. Et puis, effectivement, pour rebondir sur la question de la planète, moi, c'est vrai que le lieu, j'ai imaginé, c'est un détail, mais c'est important pour moi, ça s'appelle Solac, et il le dit, c'est une presqu'île. Ils sont rattachés... alors, j'avais un petit clin d'œil, attention, de prof de français à Grac, qui a écrit un livre qui s'appelle La Presqu'île, et que j'aime beaucoup, mais aussi parce que je voulais qu'ils soient sur un territoire qui n'était relié que par cet infime cordon de terre au reste du monde humain. Et il y avait l'idée de qu'est-ce qui nous rattache à l'humanité, et je pense parfois pas grand-chose. Et donc il y avait vraiment cette symbolique-là, et ça me fait, parce qu'il est beaucoup de questions de misanthropie, parce que le narrateur est misanthrope, enfin il supporte plus les autres humains comme il se supporte plus lui-même, et en même temps toujours cette difficulté à vivre sans les autres, en fait, vivre complètement seul. Enfin, c'est la problématique déjà dans le misanthrope de Molière, etc. C'est on voudrait vivre sans les autres et en même temps on peut pas. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on fait? On peut pas à la fois l'autre mais insupportable, et en même temps il va bien falloir réussir à vivre ensemble et à faire société, comme on dit. Donc, vaste question. On en a plein auxquelles on n'aura pas des réponses. Deux réponses. L'aide, Lude, ce titre, en fait ça vient d'où? Parce que Solac, donc non, on n'en a pas parlé. C'est que j'ai la réponse, mais on pourra se poser la question. Oui, ce matin on s'est dit, ça vient la solitude et le soleil. C'est un mot que j'ai inventé, oui. Voilà, c'est un lieu qui n'existe pas. Ça, Norilsk, le lieu existe, mais le titre est associé à quoi exactement? En fait, souvent mes titres ils sont courts, enfin mes polars. Bon, je dis tiens, on va faire un mot court. Je ne parle pas russe, donc enfin à part des insultes, donc ça marchait pas. Je vais pas dire un bouquin qui allait vous faire foutre, c'est pas super. On l'aurait pas compris. Non, plus. Mais non, Glace, en fait, c'est vraiment, enfin, c'est une ville prise dans la glace, en fait. Hein. Donc du coup, je trouve, on l'aide. Voilà, je trouve que ça allait bien, juste simplement, en fait, ça allait bien. Et puis il y a pas de mots russes qu'on connaît vraiment, en fait, où ça marchait pas, quoi. Et vodka. Voilà. Oui, bon. C'est ça, mais bon, je suis déjà assez arsouille comme ça. Si en plus, le mettre sur un livre, l'éditeur aurait peut-être pas été content. Bistrot. Les bistrots sont très importants. Les bistrots sont très importants dans la. En russe, c'est bistrot aussi. Ah, aussi, d'accord. Ah oui, donc il y a quand même. C'est pour ça que j'avais quelques. Tout s'est passé au bistrot. Quand on a les mots essentiels pour communiquer. Combien de temps? On en parlait tout à l'heure, je trouve ça assez intéressant, parce que quand on te lit, tu as fait beaucoup de voyages qui ont duré un certain temps, c'est-à-dire que tu écris sur des lieux dans lesquels tu es resté. C'est un de tes plus courts voyages, finalement, Norilsk? Bah ouais, je suis resté 9 jours, alors pour moi c'est quand même c'est rien en fait, quoi. Mais en 9 jours, j'en avais fait le tour, enfin, dans le sens où la guide qui était avec nous, au bout de 6 jours, elle dit écoutez, je sais même pas quoi vous faire visiter, parce qu'on est allé partout. Et même moi, j'ai dit tiens, la colline là-bas, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit je sais pas, je suis jamais allé. J'ai dit allons-y. Et on a découvert une colline toute pourrie, parce que tout est pourri, c'était une ancienne mine qui avait été abandonnée, etc. Donc il restait des baraquements, parce que les Russes ils laissent tout en état en fait. Hein. Donc tu trouves des voitures qui sont là depuis des années, et donc souvent qui sont à moitié prises dans la glace. Alors du coup ça devient presque des sculptures. Et du coup j'ai mis un cadavre dedans évidemment, parce que c'est l'occasion, il est tout gelé. Je sais pas depuis combien de temps il est là. Les cadavres sont forcément particuliers là-bas. Ouais. Avant d'aborder une petite touche d'espoir, je voudrais qu'on fasse l'inverse, parce qu'il y a une phrase aussi que j'ai retenue qui était « on ne peut pas perdre tout le temps ». Et c'est une des caractéristiques du roman noir quand même, d'être du côté des gens qui sont plutôt les perdants.
c'est une phrase aussi que j'ai entendue récemment, qui venait de Frédéric Paulin, qui disait qu'il écrivait sur les perdants de l'histoire. C'est vraiment Alors, Caroline, tu démarres. Je ne sais pas quels seront tes prochains projets, quelles sont tes envies d'écriture par la suite. Mais votre sujet, justement, est-ce que c'est ça, c'est du côté des... Tu t'en parlais tout à l'heure aussi, du côté des victimes, du côté des gens, sur les territoires dont il faut dire quelque chose plutôt que d'en haut. D'en haut, ça me paraît très difficile. Enfin, cela dit, je pense que tout est intéressant. Si l'imagination peut tout. Oui, tout est intéressant. Donc, en fait, je peux pas dire que je parte d'un présupposé en me disant je vais écrire du côté des perdants, etc. C'est plutôt... pour moi, écrire, c'est quand même vraiment questionner, quoi. C'est vrai que c'est chercher une forme. C'est d'abord le langage, et puis c'est questionner, c'est vraiment rechercher quelque chose qui... essayer de formuler des interrogations sur justement notre condition, qui est quand même pas simple, et puis le monde dans lequel on vit. En fait, ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est plutôt le point de jonction entre l'intime et le politique, entre le fait que nous sommes tous des trajectoires subjectives, mais qui rencontrent l'autre et la société forcément, tous les jours. C'est le principe de l'existence humaine, de la société humaine. Et je crois qu'il y a beaucoup à dire. Disons que le pur sociologique ne m'intéresserait pas totalement, le pur psychologique non plus, je pense, mais cette rencontre des deux, en fait, des itinéraires, mais c'est un peu ce que tu disais, raconter les histoires des gens, raconter les gens, c'est évidemment ça qui est intéressant, et aussi dans quel contexte ces sujets se construisent, dans quel contexte on vit, comment ça nous façonne, comment ça nous construit. Enfin voilà, toutes ces perspectives-là m'intéressent évidemment. Mais je pense qu'il ne faut pas évacuer peut-être par principe intellectuel une catégorie de personnes. Enfin en tout cas, je ne crois pas que je le concevrais comme ça. Mais d'une manière générale, ce qui est intéressant, ce sont les histoires, je ne sais pas, chaotiques, où il se passe... Enfin, les élèves me disent toujours, quand on étudie la littérature, en gros, mais il n'y a pas de littérature heureuse, quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de littérature heureuse, très peu, finalement, parce que ce sont aussi les accidents de la vie, les questionnements, etc., qui font récit, qui font sens et qui sont intéressants, finalement. Raconter le bonheur, raconter le bonheur, c'est très, très compliqué. C'est la fin des contes de fées. C'est souvent très ennuyeux. C'est souvent très ennuyeux. C'est le problème de la fin des contes de fées, justement. Il n'y a pas de suite, et pour cause. Et alors, tu voulais peut-être rebondir sur cette idée de... Mais, en fait, de toute façon, vous le voyez bien avec vos amis, par exemple. Vous avez un copain ou une copine qui vient de tomber amoureux. Il vous parle on va dire que c'est un garçon qui tombe amoureux d'une fille. Il va dire « Ah, j'ai rencontré ma chine, elle est belle, voilà. » T'es content au départ. Hein, et puis, au bout de 5 minutes, t'es saoulé, quoi. Elle embrasse comme ça, t'es là, elle chose du 28. Enfin, on s'en fout, quoi. Enfin, au bout d'un moment, t'es là. Je suis content pour toi, mais ça s'arrête là. Enfin, l'empathie s'arrête là. Alors que le même copain qui vient me voir, il dit « Bon, j'ai un cancer, je viens de l'apprendre. » Avec tout de suite, t'es là, ah bon, merde. Alors en Amérique, ils ont peur en fait, hein, parce que là, tu vas coûter cher. Mais en France, en général, ton copain ou ta copine, s'il a un problème, il a un cancer, on n'est pas obligé jusque là. Mais enfin, la copine en question l'a largué en fait, et là, tu vas avoir une empathie naturelle en disant. On va essayer de trouver un problème. Et là, comme toi, tu t'es déjà fait larguer dans la vie, déjà, tu sais ce que c'est, en fait. Et on a beaucoup plus d'empathie, en fait, pour le malheur des autres que pour le bonheur, même si on a soi-même été heureux. Donc c'est aussi parce qu'on est des animaux sociaux qui avons besoin, non seulement de socialiser, mais de s'entraider. Parce que je pense que si c'est pas se réjouir du malheur de l'autre, mais je pense qu'on est des animaux qui, naturellement, en fait, se soucient de l'autre. Enfin, pas tous, hein, pas les nazis, bof. Mais en général, si t'es à peu près normalement constitué, t'as quand même plus d'empathie pour les autres, quoi. Et alors, d'où les gens qui perdent, en fait. Et en plus, les Russes, ils passent leur temps à perdre. Hein. Donc, pour aller hyper vite, il y avait les tsars qui les arnaquaient tout le temps. Ils en faisaient des esclaves, hein, les serfs, etc. Ils ont fini par s'en débarrasser avec les communistes. Ils se sont dit, un homme nouveau, pas de bol, Staline. Donc, ils reperdent encore. Ils croient gagner, ils perdent encore plus. En fait, ça ressemble un petit peu à ce qui arrive en France. Et les communistes, ils disent non, c'est pas ce qu'on avait dit. Là, on avait dit qu'on partageait tout, et c'était pareil pour tout le monde. Vous avez rien, et puis nous, on continue à avoir tout. Ça rebelote. Après, on leur dit fini le capitalisme, le communisme, arrive le capitalisme. Enfin, on va pouvoir manger du saucisson, parce que c'est très branché saucisson, c'est ce qui leur manquait le plus, visiblement. Et là, on leur file des bouteilles de Coca-Cola dans la gueule en les disant et puis maintenant, ça coûte 10 000.
Les mecs étaient avant, on buvait gratos et tout. Ah non, c'est fini. Alors, le capitalisme arrive, c'est que des gangsters qui ramassent le fric. Les gens n'ont plus rien, donc ils reperdent encore un tour, ils perdent. Arrive Poutine, il se dit non, le capitalisme, c'est un gros mot là-bas, hein. Enfin, personne n'y croit. Hein. Démocratie, capitalisme, c'est égal gangster en fait. Donc arrive Poutine, c'est pour ça qu'il est arrivé. Au moins un homme fort qui va repiquer le gaz aux voleurs qui l'avaient pris. Il dit enfin, on va récupérer le gaz et le pétrole, quoi. Bah, pas de bol, Poutine. Bon, tout le monde ferme sa gueule. Bon, bah, ok, super. Donc, ils passent leur temps à perdre, en fait. Ce peuple perd tout le temps, en fait. T'aurais prof d'histoire Des résumés, alors là, à la truelle. Tu veux, j'interviens dans ton école. Tout en nuance. Ah, mais en même temps, c'est vite fait comme ça. C'est limpide. Ah, bah, autrement, il a pour 3 heures, toi. Autrement, je vais faire une thèse. Bon alors, et la petite touche d'espoir, alors on la met où Oui, parce que c'est vrai qu'on est un peu déprimant là, vous dire bon alors il n'y a pas de littérature heureuse, écrire sur le bonheur. Alors déjà c'est pas vrai parce que moi il y a quand même quelques rares moments je dirais qu'il y a des moments d'harmonie, il y a des moments de suspension. Il y a des belles aurores boréales. Il y a des aurores boréales que je n'ai jamais vues mais que j'ai adoré imaginer. Et non mais même plus généralement sans parler de ce livre-là, effectivement, mais ça c'est une vaste question encore de qu'est-ce qui peut nous donner espoir. Mais en tout cas dans le livre, c'est vrai que le personnage là du jeune scientifique dont je vous parlais, qui en plus donc lit de la poésie, est plutôt modeste et me donne un peu espoir dans l'idée que je sais qu'il existe, j'en ai la preuve, ce festival en est la preuve, et bien d'autres choses et bien d'autres gens, qu'il existe une lutte en fait, c'est ce qu'on disait ce matin, mais c'est vrai. Je crois qu'il n'y a que ça. Quand je parlais de la révolte au tout départ, un livre que j'aime énormément, qui est L'homme révolté de Camus, et dans lequel, en fait, je trouve qu'il... Alors là, c'est pareil, j'y vais à la truelle, parce que pour paraphraser Camus, mais bon, quand même, comment on fait pour dépasser le sentiment de révolte ? C'est-à-dire que soit on est bouffé par la révolte, soit c'est quelque chose qui vous... Enfin, moi, il y a un moment, je me dis, soit tu t'abîmes dans la révolte parce que c'est quelque chose qui gangrène, soit on la transforme et on en fait quelque chose. Alors, bon, moi, j'ose espérer la transformer un peu par la métaboliser par l'écriture. Et puis je crois que la révolte, Camus il dit je me révolte donc nous sommes. Et donc il y a vraiment l'idée pour moi d'un collectif de lutter pour que l'humanité justement ne s'embourbe pas là dans la répétition des mêmes atrocités ou des mêmes inepties, et qu'au contraire on aille vers alors c'est compliqué, on voit que c'est compliqué, mais moi je suis toujours rassérénée par l'idée qu'il existe des gens qui sont dans la transmission, dans l'éducation, dans la lutte, du côté de ce qu'on disait, du rationnel, de l'envie d'améliorer les choses, de montrer la beauté du monde aussi qui existe malgré tout, la beauté du lien humain. C'est pas rien tout ça. Donc il n'y a pas que la noirceur, il n'y a pas que l'horreur. Elle existe, ça coexiste en fait. Il faut admettre ça. Ah, complètement. Enfin, moi, je suis un peu situationniste. Alors, pour aller hyper vite, encore un petit coup de truelle. En fait, c'est de créer l'idée de situationniste, c'est de créer des situations poétiques révolutionnaires, en fait. Et même si le monde est désespérant, bon, là, vous savez que le monde est désespérant, hein, la planète, machin, tout le bordel, le capitalisme, voilà. Mais rien ne nous empêche, parce qu'en fait, tout souvent, ce qui désespère les gens, c'est qu'est-ce que je peux faire, en fait. Et les gens se sentent impuissants, et du coup, ou ils se révoltent, et ils se font des concerts tout seuls, ou ils dépriment, et ils savent pas quoi faire, en fait, quoi. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que rien ne nous empêche de créer des situations de bonheur. Et moi, je pense que le bonheur est subversif. Et autour de soi, en fait, si toi, tu es un soleil qui irradie, tu vas voir autour de toi que tu vas irradier de la même manière. C'est exactement dans l'inverse que de l'oncle violeur incestueux de la famille, quoi, qui réussit à pourrir toute la famille, en fait, et qui va faire, par des générations d'hommes et de femmes qui sont là, après ils écrivent des bouquins, Saint-Germain-des-Prés. De l'autre côté, tu peux aussi, toi, irradier du bonheur autour de toi. Et moi, c'est ce que j'essaie de pratiquer autour de moi, et j'essaie de transmettre ça, ce bonheur nucléaire à ma fille et à mes amis. Et je trouve que ça marche parce que t'es là, ah putain, on est heureux. En fait, et quand tu es heureux, les gens viennent vers toi. Hein. Les gens, ils viennent pas vers le mec qui fait la gueule comme ça et tout. Généralement, tu le fuis. Courage, fuyons en fait. Hein. Et souvent, quand vous avez forcément des amis qui sont sympas, qui sont beaucoup en train, garçons ou filles, forcément, ils sont toujours entourés, ces gens-là. C'est bizarre. Oui, c'est ça, en fait. Et ça, je trouve que ces petits bonheurs, tout le monde peut le créer. C'est vraiment une question de... Il faut y aller, quoi, en fait, quoi. Et je trouve que ça marche.
on a passé déjà un petit moment à discuter ensemble, mais est-ce que vous avez des questions pour Caroline, pour Caril, en tout genre, voilà. Si vous osez ou pas. Est-ce qu'ils vous ont inspiré des réflexions que vous vouliez partager avec nous? Ou vous êtes tous fatigués? C'est dimanche. Vous avez trouvé que c'était complètement con, ce qu'on racontait? Sinon, ce qu'on peut faire, c'est vous laisser avec eux. Hein, il y a la librairie, ils vont rejoindre la table. Vous pouvez faire signer vos livres, discuter avec eux en tête-à-tête, c'est peut-être plus facile aussi. On fait ça? On fait ça. Alors, on vous remercie beaucoup. Merci. Merci Caroline, merci Caril.